Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique qui aujourd'hui tâchera de donner des pistes de réponse à la question « Pourquoi mon psy ne me parle pas ?» Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi on devrait vous parler? Après tout, on passe toutes nos journées à vous écouter déjà, donc on ne va pas en plus devoir vous parler. En plus, si on se tait, on a l'air plus intelligent. Voilà donc un premier élément de réponse. Je m'explique. Si je me tais, je peux éventuellement avoir l'air intelligent. Mais c'est pas dit, je vous l'accorde. Quand je dis l'air intelligent, cela veut dire que l'autre me suppose une qualité. Pourquoi? Pourquoi dans ce cas une qualité et pas une autre? Si un tel face à mon silence trouve que j'ai l'air intelligent, alors qu'un tel, lui, me trouve apathique, vous conviendrez que ni l'un ni l'autre n'ont de repères objectifs pour en arriver à leurs conclusions. Ces conclusions seraient alors le fruit d'une projection au sens freudien, ou peut-être d'une identification projective au sens clénien du terme. C'est avant tout dans l'imaginaire que quelque chose a été projeté, et ça a donc quelque chose à voir avec le transfert. Cette interprétation d'un tel ou d'une telle nous en dit plus sur lui que sur le psy finalement. Vous comprendrez donc qu'en toute logique, le silence est majoritairement le fait des psychodynamiciens et des psychanalystes. Les autres psys et thérapeutes y ont bien sûr recours, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais donc principalement parler de la cure analytique et de la psychothérapie d'orientation analytique, qui se distinguent aussi, mais pas que, par leur utilisation du silence. On va donc essayer d'aller crescendo dans la difficulté par rapport au silence du psy, parce que vous allez voir que c'est très compliqué et que j'ai dû simplifier drastiquement certains points. Prenons quelques instants pour faire un lien avec l'obscurité et la nuit. La nuit, les enfants ont peur, certains adultes aussi. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de lumière qui fasse peur? Est-ce que c'est le fait de ne pas voir les objets qui nous entourent? Une hypothèse me paraît plus intéressante, le manque de stimulation externe permet à l'imaginaire de remplir le vide, et parfois l'imaginaire rempli de peur, d'angoisse, de fantasmes, etc. Donc de la même façon qu'avec la nuit, lorsque l'on met son patient face à du silence, on cherche à catalyser sa pensée et ses projections subjectives. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de lumière qui fasse peur? Est-ce que c'est le fait de ne pas voir les objets qui nous entourent? Une hypothèse me paraît plus intéressante, le manque de stimulation externe permet à l'imaginaire de remplir le vide et parfois l'imaginaire rempli de peur, d'angoisse, de fantasmes, etc. Donc de la même façon qu'avec la nuit, lorsque l'on met son patient face au silence, on cherche à catalyser sa pensée et ses productions subjectives. Avec quoi va-t-il ou va-t-elle remplir ce vide-là? Oui, parce que si on met nos patients dans le noir, on va en avoir des projections, mais ça risque d'être un peu trop violent pour eux, donc le silence, et à la limite de dos, ça fera l'affaire. Cela donnera d'excellentes données objectives sur le monde interne de la personne et sortir du silence à ce moment-là pour faire remarquer à son patient ce qu'il vient de dire ou de faire relève d'une projection inconsciente puisque rien d'objectif n'appuie sa projection et c'est le début de son analyse personnelle. Pourquoi est-ce que je me suis mis à imaginer ça? Depuis quand est-ce que je pense comme ça? À quel moment de ma vie passée cela me renvoie-t-il? Le silence chez votre interlocuteur, ça paraît bête, mais c'est la première chose qui permette l'expression de soi. Le sujet peut donc parler et ne pas être coupé, dans sa parole du moins, ne pas devoir recalibrer son discours par rapport à autrui. C'est pour cela que ça va souvent de pair avec la technique de la libre association. Une des seules choses que demande le psychanalyste à son patient est de laisser libre cours à sa pensée, totalement et sans censure. Si le psy parle trop, il va de plus en plus laisser transparaître le sujet qu'il est. Le sujet en face va modifier sa façon de dire les choses, de les adresser à son psy. Sauf que ce que l'on veut savoir, ce n'est pas ce qu'il souhaite adresser à son psy, mais ce qu'il n'a pas pu adresser à un autre plus spécifique, plus inconscient. Et là, on n'est plus dans du transfert, mais dans de la réaction à l'autre, et ce n'est pas du tout analysable de la même façon. On comprend donc que le silence n'est pas du « je m'en foutisme » de la part du psy. Il est le catalyseur du transfert, il est celui par lequel ce qui va pouvoir s'exprimer sera davantage la manifestation d'un rapport inconscient à l'autre et non pas l'expression consciente. C'est souvent un reproche qui est fait aux psychanalystes, qu'ils induisent le discours et que rien de tout cela ne saurait relever de l'inconscient. Eh bien si le psy tient bien cette posture, il est capable de repérer et distinguer ce qui relève d'une réponse consciente et à contrario, lorsqu'une adresse est faite dans le transfert, sans que rien ne vienne l'appuyer dans la posture du psy, c'est une répétition inconsciente. Et il faut permettre au sujet de le percevoir comme tel et de l'analyser. Le silence, par son aspect frustrant, permet de venir faire émerger davantage de manifestations transférentielles inconscientes. La base, c'est aussi que le silence permet la réflexion, le questionnement, le fait de s'entendre dire les choses. Le silence est également un catalyseur pour les relances. Une information noyée sous un flot de paroles n'aura pas le même impact. Quelles sont les indications à ce silence? Tout d'abord, que la personne se sente suffisamment en confiance, qu'il y ait un transfert suffisamment bon, que la personne ait bien compris que c'est en elle que les ressources sont épuisées
et qu'elle soit capable d'associer librement. Maintenant, les contre-indications. Le faire dès le début. Le patient ne connaît pas encore suffisamment le cadre des séances, il a besoin de s'y sentir bien et rassuré. C'est progressivement que le silence pourra prendre de plus en plus de place par le professionnel. Quand cela fait majoritairement ressurgir des peurs et angoisses chez le sujet, il vaut mieux éviter. Un étayage est alors primordial pour le dépassement de ces premières difficultés. Pour les enfants, il est préférable de proposer une feuille blanche et des crayons plutôt que du silence. Ce nouveau numéro de Psypratique est maintenant terminé, j'espère qu'il aura suscité plus de questions que de réponses chez vous, et n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.